Nous sommes dans une situation très particulière où une majorité de la population aux États-Unis pense que l'élection a été volée à Donald Trump. Shraga, bonjour, merci Bonjour, d'être Shavuotov. venu, Shavuotov, merci d'être venu dans ce studio et pour une très bonne raison, puisque votre invité, l'invité que vous allez interroger ce matin, eh bien, c'est notre ami Guy Millière, écrivain et journaliste que l'on ne présente plus. Et je suppose que vous allez parler avec lui des élections américaines et des contre-coups, on va dire, des élections présidentielles, avec ce qui se passe cette semaine. C'est important Voilà. aussi. Donc, nous sommes le 3 janvier 2021. Cela fait exactement 2 mois, jour pour jour, que se sont tenues les élections présidentielles américaines, avec une saga du jamais vu dans l'histoire politique américaine, pratiquement jamais vue, avec un vainqueur qui n'est peut-être pas le vainqueur, avec une saga judiciaire et politique. On sait toujours pas ce qui va se passer. Une date très importante cette semaine, justement, c'est le 6 janvier, où le Congrès va devoir valider ou non les grands électeurs qui désigneront le prochain président. Et en même temps, en marge, un vote très important pour le Sénat en Géorgie, où 2 sénateurs doivent être élus ou reconduits, ce qui pourrait modifier la balance au sein du Sénat, avec ses implications pour la politique de la prochaine administration. Alors pour en parler, comme vous l'avez dit, notre ami docteur Guy Millière. Guy Millière, bonjour. Ou bonsoir pour vous, parce que merci d'avoir accepté cette invitation malgré l'heure tardive dans le Nevada, puisqu'il est 22h40 chez vous. Et donc, on est beaucoup dans le flou parce que depuis 2 mois, on est inondé d'informations ou de désinformations. Il y a des allers et des retours. On valide les électeurs. C'est très compliqué. Alors, faites-nous un peu la lumière, si vous voulez, sur ce processus constitutionnel qui suit son cours et aussi accompagné par des médias qui parfois informent ou désinforment. Qu'est-ce qui va se passer le 6 janvier exactement ? Je dirais qu'il va se passer beaucoup de choses, mais ça va commencer avant le 6 janvier. Je dirais que dès le lundi 4, il va se passer des choses, puisque Donald Trump va faire une grande réunion publique dans la Géorgie. Et il y va pour soutenir les 2 candidats républicains au Sénat. Le lendemain, il y aura l'élection en Géorgie, et donc ou bien les 2 sénateurs républicains seront réélus, ou bien ce seront 2 démocrates qui seront élus. Et c'est quelque chose de crucial, parce que si les démocrates sont élus, cela veut dire que le Sénat passera entre les mains des démocrates qui auront quasiment les mains libres si Joe Biden est intronisé. Oui, parce qu'il faut, excusez-moi, il faut préciser qu'en cas de 50-50, c'est le vice ou la vice-présidente du Sénat, de l'État qui prime, donc ça serait Kamala Harris, donc ça serait une victoire démocrate, et donc Joe Biden aurait les 2 chambres pour lui. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, le cas échéant, les démocrates auraient tous les pouvoirs et je dirais qu'ils entameraient une forme de révolution au sein des États-Unis, puisqu'ils ont l'intention de faire rentrer 2 États supplémentaires dans l'Union et ils ont l'intention aussi de transformer la Cour suprême. Enfin, il y a beaucoup de projets qui se mettraient en branle à ce moment-là. Et donc, le 6 janvier, il y a la réunion du Congrès, les 2 chambres du Congrès ensemble, pour ouvrir les listes de grands électeurs et normalement désigner le président ce jour-là. Mais il y a beaucoup de contestations, il y a des contestations qui se dessinent d'ores et déjà. Il y a eu plus de 140 représentants républicains qui ont dit qu'ils allaient contester les listes de 6 États, et il y a maintenant une douzaine de sénateurs qui veulent faire la même chose, et des sénateurs républicains bien sûr. Et en supplément de cela, et c'est quelque chose que vient de dire Peter Navarro ce soir aux États-Unis, donc c'est quelque chose que je vous apprends, c'est pas encore diffusé, mais c'est juste diffusé aux États-Unis. Peter Navarro, qui est l'un des principaux conseillers de Donald Trump, vient de dire que les sénateurs républicains voulaient mettre en place une commission d'enquête spéciale accélérée le 6 janvier, demander à Mike Pence un délai de 10 jours avant de nommer le président, de façon à ce que cette commission d'enquête puisse mener son action. Et au bout de ces 10 jours, si des preuves flagrantes de viol de la Constitution sont découvertes, ils veulent demander que les résultats des 6 États litigieux soient annulés.
Et Peter Navarro a ajouté à cela, d'une part, que Trump veut nommer un procureur spécial qui mènerait une enquête accélérée sur le sujet, et que d'autre part, il va présenter un rapport très détaillé dès lundi soir, qu'il a appelé The Art of the Steal, l'art du vol. Et donc je dirais que nous sommes dans une situation très particulière où une majorité de la population aux États-Unis pense que l'élection a été volée à Donald Trump, et je dirais qu'il y a toutes les preuves qui le montrent. Donald Trump avait été réélu le 3 novembre, l'élection a été volée par une multitude de fraudes. Normalement, la justice agit dans ce cas-là. Chaque fois que des dossiers ont été présentés à des juges, et les dossiers étaient accablants en ce domaine, les juges ont dit « nous ne nous occupons pas de cette affaire ». Donc les juges ont refusé de juger. J'insiste sur ce point parce qu'on dit beaucoup dans la presse européenne en particulier, que les défenseurs de Trump ont perdu tout leur procès. Ce n'est pas exact, les choses se sont passées autrement. Les juges ont refusé de juger, ont refusé de voir les preuves qu'on voulait leur amener. Et je dirais que la Cour suprême s'est conduite de la même façon. La Cour suprême n'a pas dit que la plainte déposée par le Texas, suivie par 18 autres États, était une plainte qui n'avait pas lieu d'être. La Cour suprême a dit le Texas n'est pas partie prenante au litige, et c'est une décision qui est assez absurde. Et Alan Dershowitz, pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui est comme moi chercheur au Gladstone Institute. Pourtant démocrate. Oui, il est démocrate, mais je dirais que c'est un démocrate à l'ancienne. C'est un démocrate d'avant que le parti démocrate soit complètement capté par l'extrême gauche. Donc il se dit toujours démocrate, mais je dirais que c'est un démocrate honnête, c'est un démocrate modéré. Donc Alan Dershowitz a dit, la Cour suprême a en quelque sorte botté en touche et a dit je ne veux pas toucher à ce dossier parce que j'ai peur qu'il y ait des émeutes. Et je dirais que nous sommes dans une situation très particulière sur ce plan. Je dirais qu'il y a de la peur chez beaucoup de gens aux États-Unis, la peur d'émeutes. Il y a eu des groupes qui ont semé des grosses émeutes au moins pendant l'été, vous le savez. Et en supplément de cela, je dirais que la population est en quelque sorte tétanisée. Beaucoup de gens aux États-Unis pensent que l'élection a été volée à Donald Trump, mais ils ne voient pas quoi faire. Je dirais que c'est la première fois qu'aux États-Unis, on a des juges qui ont peur de rendre des jugements, que la Cour suprême, qui est censée être la gardienne de la Constitution, n'agit pas. Et donc, on est dans une situation très particulière. Il se peut que Joe Biden soit intronisé président le 20 janvier. C'est une possibilité. Je dirais qu'il y a de grandes chances que ça se produise. Mais je dirais que dans ce cas-là, ce sera le président le plus illégitime de l'histoire des États-Unis, parce qu'une majorité de la population américaine pense que Donald Trump a été réélu. Cela m'amène à ma question suivante, justement. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, est-ce que vous pensez que l'Amérique, les États-Unis, d'après ces élections, seront totalement différents d'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a une espèce de choc qui s'est produit? On dit que c'est la plus grande démocratie du monde, et là on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de failles, enfin de zones d'ombre qui vont laisser des traces. Ah oui, tout à fait, c'est évident. Je dirais que beaucoup d'Américains n'ont plus confiance en leurs institutions. C'est pour ça que c'est une situation très dangereuse. Et je dirais qu'il va être très difficile, si Joe Biden arrive au pouvoir, pour Joe Biden de gouverner. Parce que quand on n'a pas de légitimité, quand on s'installe au pouvoir et que la majorité de la population considère que vous avez voté l'élection, vous n'êtes pas en position de prendre des décisions majeures. Et je dirais que si Joe Biden voulait prendre des décisions, il pourrait se trouver très facilement face à des contestations très fortes. On parle beaucoup ici de désobéissance civile. Je pense que les choses ne se passeront pas dans le calme. Oui. Je pense qu'actuellement, la population est un peu stupéfaite et tétanisée. C'est la première fois qu'on se trouve dans une situation pareille. Je dirais que quand j'en parle à mes voisins ici à Las Vegas, beaucoup sont stupéfaits. Ils n'ont jamais vu ça, et pour cause. Cela ne s'est jamais produit dans la société américaine. C'est la première fois qu'il y a une fraude massive et organisée de ce genre-là. Oui. Donc les démocrates ont une chance de revenir au pouvoir, mais je dirais qu'ils jouent avec le feu
en faisant ce qu'ils font actuellement. Et je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Personne ne peut dire sur quoi ça va déboucher. C'est une situation très étrange. Il y a une forme de suspens. Beaucoup de gens attendent de voir ce qui va se décider. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Joe Biden n'aura aucune légitimité. Et le 20 janvier, si jamais il est intronisé président, il n'y aura pas de cérémonie devant le Capitole, il n'y aura pas de défilé vers la Maison-Blanche. Et il est hors de question, c'est tout à fait clair, que Donald Trump reconnaisse l'élection de Joe Biden. D'accord. Maintenant, mettons-nous dans l'hypothèse où Joe Biden est effectivement désigné président. Quelles sont vos craintes à vous, en tant qu'Américain, d'une politique démocrate pour les États-Unis, pour le Moyen-Orient et spécifiquement aussi pour Israël ? Je dirais que d'une manière générale, les décisions que veut prendre Joe Biden, si tant est qu'il les prenne et qu'il arrive à la présidence, seront des décisions qui vont être très nocives pour l'économie américaine. Il a déjà prévu de réaugmenter les impôts très rapidement. Il a prévu d'augmenter le salaire minimum à $15 et de le faire dès le premier jour où il arrivera à la Maison-Blanche. Ça serait quasiment un doublement du salaire minimum, puisqu'actuellement il est à $8. Et je dirais que, comme tous les économistes le savent, plus on hausse le salaire minimum, plus on met des gens au chômage, puisque aucun employeur n'emploie des gens par philanthropie. Et si un employeur estime qu'un salarié, par exemple, lui rapporte $10 de l'heure, il ne va pas l'embaucher pour $15 de l'heure. Ouais. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de problèmes de ce côté-là. Le prix de l'énergie risque de monter très vite. Donc, s'il applique son programme, il ne peut que provoquer des mécontentements. Sur un plan de politique étrangère, je dirais qu'il a été évident que des puissances comme l'Iran pensent que les États-Unis sont en position de faiblesse, et je ne pense pas que les accords d'Abraham seront remis en question, mais je pense par contre que l'Iran peut risquer de tenter l'aventure et peut actionner des gens qui préfèrent des attentats, créer des tensions. Ça me paraît une évidence, et on en parle beaucoup aux États-Unis actuellement, et je dirais que c'est renforcé par le fait que l'administration Biden, si elle se met en place, a dit qu'une de ses priorités en politique étrangère serait d'essayer de renouer avec l'accord de juillet 2015 passé avec l'Iran. Donc l'Iran, sans la faiblesse, les totalitaires, les dirigeants iraniens sont des fanatiques totalitaires. Les totalitaires raisonnent toujours en termes de rapport de force. Comme les Chinois d'ailleurs, comme les Chinois. Oui, c'est ça. Si vous êtes fort, ils ont peur, ils reculent. C'est pour ça que l'Iran, après que Trump ait décidé d'éliminer l'un de leurs principaux dirigeants, un dirigeant qui était actionné le terrorisme, le général Soleimani, l'Iran n'a pas bougé. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il bouge, mais l'Iran savait qu'en bougeant face à Donald Trump, il prenait de très gros risques. Si jamais ce n'est plus Donald Trump, que c'est Joe Biden, l'Iran dira on peut tenter une aventure. Ça ne sera pas une attaque directe de l'Iran contre Israël, mais ça peut être des attaques indirectes. L'Iran est un spécialiste de l'utilisation de groupes étrangers pour mener ce qu'on appelle en anglais des proxy wars, des guerres par personne interposée ou par groupe interposé. L'Iran a le Hezbollah, l'Iran a le Hamas, le djihad islamique, l'Iran a les milices houthis au Yémen. Voilà. Dernière question, mais en 1 minute, si vous voulez bien. Vous avez écrit un article très virulent contre la manière des médias américains et surtout français de traiter cette question des élections. On a aussi en Israël des problèmes parfois avec nos médias. Quelle était votre intention ? Mais très rapidement, parce que nous devons céder l'antenne, malheureusement. Oui, je dirais que mon intention était de dire très clairement que les Français sont totalement désinformés depuis 4 ans sur la présidence Trump. Et d'ailleurs, ils devraient le voir, puisque Donald Trump était désigné comme la personne la plus admirée des États-Unis il y a quelques jours. Voilà, exactement. Et donc, Donald Trump est considéré par une majorité des Américains comme un grand président. On n'arrête pas de le traîner dans la boue et de désinformer les Français. Et je pense que quand on désinforme, on trahit la démocratie. La démocratie fonctionne quand une population peut décider en connaissance de cause. Quand on supprime la connaissance et l'information et de la connaissance, on commence à sortir de la démocratie et c'est très grave. Merci. En tout cas, pour parler un langage de Las Vegas, apparemment les jeux ne sont pas encore faits. Alors nous attendons les prochains jours. En tout cas, merci beaucoup, Dr Millière, de nous avoir accordé cette interview aussi tard. Et bonne année civile à vous et à votre épouse.
Merci infiniment, Shraga. Merci. Merci à Daniel. Au revoir.